Bonjour à toutes et à tous. Comme il est difficile en cette période de continuer les visites guidées, je vous propose aujourd'hui une visite virtuelle sur le thème des femmes en architecture et des pionnières dans ce domaine en France. Alors en architecture comme dans de nombreux domaines, il est difficile de citer des noms de femmes en France et dans la première moitié du XXe siècle. Écrire une histoire sur ces femmes est donc d'autant plus complexe que les sources ne les mentionnent que très peu, l'histoire omettant bien souvent leur existence. Mais nous savons que les femmes commencent à intégrer les formations d'architectes dès la fin du XIXe siècle et participent donc à la construction d'édifices depuis plus de 100 ans. C'est pourquoi nous essaierons aujourd'hui dans cette présentation de leur rendre leur place, elles qui ont lutté afin de faire reconnaître leurs capacités et leur indépendance en tentant d'intégrer des professions alors réservées aux hommes. L'histoire des femmes en architecture en France est profondément liée aux formations qui existent alors entre 1900 et l'entre-deux-guerres. Alors, notamment la formation publique d'architecture la plus connue est alors la section architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris, et également l'école spéciale d'architecture reconnue d'utilité publique en 1870, qui prône, elle, une formation nouvelle et une réforme des enseignements en architecture. On sait que ce n'est que à partir de 1896 que les femmes vont pouvoir entrer à l'école supérieure des beaux-arts, et on leur accorde alors, dans un premier temps, l'unique accès à la bibliothèque et à certains cours magistraux. Et par la suite, des cours spéciaux seront conçus pour elles. Il reste donc très difficile de trouver des informations concernant ces premières femmes admises au sein des formations d'architecture et sur leurs travaux ou même leur évolution à la sortie de l'école. C'est pourquoi nous tenterons ici de mettre en avant quelques caractéristiques de ces architectes pionnières en France, et notamment certains points à noter, le fait par exemple que la présence majoritaire de femmes d'origine étrangère est à noter parmi les premières admises aux beaux-arts en France, dans toutes les sections confondues, et également le fait que les premières diplômées d'architecture en France proviennent souvent de milieux bourgeois et de familles d'architectes. Elles restent souvent donc associées au nom d'hommes qui leur auront permis d'entrer dans cette profession aux portes bien gardées. Alors dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux toutes premières femmes admises dans les écoles d'architecture françaises, qui sont encore pourtant réticentes à l'idée d'accepter des femmes. Et ces premières étudiantes sont pour la plupart d'origine étrangère, souvent diplômées dans leur pays d'origine, et qui vont ainsi permettre d'initier l'ouverture de la formation d'architecture aux étudiantes en France. La toute première femme que nous connaissons admise au sein d'une formation d'architecture en France est Laura White, d'origine américaine, qui intègre l'école spéciale d'architecture en 1883. Mais la plus connue est Julia Morgan, qui elle est la toute première femme admise dans la section architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts en 1898, qui va être admise de manière tout à fait exceptionnelle, et c'est la seule dont on ait encore de nombreuses traces de son travail. Alors elle passe l'examen d'entrée 2 fois avant d'être admise, et relatera d'ailleurs plus tard la difficulté pour une femme, qui plus est étrangère, d'entrer au sein de cette prestigieuse école. Alors après avoir étudié le génie civil à l'université de Berkeley aux États-Unis, Julia Morgan se rend donc en France afin de poursuivre sa formation au sein de la section architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Donc en 1898, c'est la première femme à intégrer cette formation et elle est diplômée en 1902. Elle retourne par la suite en Californie où elle va ouvrir sa propre agence d'architecture en 1904 et devient ainsi la première femme à recevoir la licence d'architecture dans cet état. Alors, sa carrière se caractérise par des constructions au style éclectique, influencées notamment par le mouvement anglais Arts and Crafts. Vous avez ici un exemple de la Red House de William Morris, située au sud de Londres, qui est bâtie en 1859 et qui est un véritable symbole de ce mouvement en architecture. Elle est également inspirée par le néoclassicisme européen, avec le recours aux ornements tels que la colonnade ou des décors à l'antique, et que l'on verra par la suite de cette présentation. Et également, enfin, dernière influence pour Julia Morgan est le style architectural régional de la baie de San Francisco, qu'on appelle aussi le Bay Region Style, qui mêle à la fois pittoresque et modernité.
Ce style se définit par une abondance d'ouvertures en façade et une communication entre intérieur et extérieur, grâce à l'ajout notamment de loggias et de terrasses. Et il fut introduit par l'architecte Bernard Maybeck, dont vous avez ici un portrait, qui est également professeur de Julia Morgan à Berkeley. Alors, je vous montre également sa Winton House, commanditée par Phoebe Hearst et qui se trouve en Californie, qui date de 1900. Et également la Erlanger House, qui elle se trouve à San Francisco et qui date de 1915. Alors, on retrouve ici dans ces deux exemples cette influence du pittoresque, comme je le disais, et aussi de l'architecture qu'on peut retrouver par exemple dans la campagne anglaise. Alors, l'une des toutes premières réalisations de Julia Morgan, qui date de 1904, est la tour horloge de Mills College, qu'elle réalise en béton armé. Et puis par la suite, Julia Morgan va s'entourer de commanditaires privés, principalement des femmes, et se spécialisera dans la construction de villas et de résidences, principalement sur la baie de San Francisco, et également dans la construction de Women's Club, les YWCA. Alors l'un des exemples remarquables de son architecture influencée par le néoclassicisme que j'ai introduit au début de la présentation est justement le YWCA d'Oakland, qui est commandité en 1915 par la philanthrope et féministe Phoebe Hearst, avec laquelle Julia Morgan va beaucoup travailler. Alors, ce bâtiment imposant évoque le style renaissant, mais également les influences antiques. On y retrouve par exemple la division de la façade en 3 parties horizontales, avec un soubassement en pierre, un étage noble et la balustrade en partie haute. L'ensemble est également orné de motifs antiquisants que sont par exemple les colonnes et les arcs. Alors ce néoclassicisme peut également évoquer aussi les bâtiments officiels américains des années 1920-1930 dont la majesté tient justement de ces multiples références à l'antique. Pour poursuivre, l'une des réalisations majeures de Julia Morgan reste le célèbre Hearst Castle à San Simeon, toujours en Californie, et qu'elle réalise à la suite du premier conflit mondial pour le magnat de la presse William Randolph Hearst, qui est justement le fils de Phoebe Hearst dont j'ai déjà parlé. William lui confiera également de nombreux autres projets de résidence. Alors, Hearst Castle est un vaste ensemble de bâtiments luxueux qui comprend des villas, des piscines et des jardins aménagés, et qui était en fait appelé par son propriétaire la colline enchantée. À la mort de sa mère Phoebe Hearst en 1919, William se tourne vers Julia Morgan pour la construction de ce vaste ensemble qui se situe sur un terrain de plus de 100 000 hectares hérité de sa famille. Alors, le terme d'Hearst Castle correspond au bâtiment principal, également appelé la Casa Grande, lui-même entouré de 3 autres villas. L'architecte a rassemblé au sein de ce projet exubérant un mélange de divers styles architecturaux européens. Et vous voyez ici la Casa Grande, le bâtiment central, fortement inspiré de l'architecture hispano-mauresque, avec notamment ces 2 tours en façade qui évoquent celle de la mosquée de Cordoue. Je vous montre également les piscines, alors le bain romain et le bain de Neptune, qui elles ont été conçues dans un style antique, avec d'abondants frontons, le recours aux colonnades, et toujours l'usage de ces décors à l'antique, avec par exemple la mosaïque en intérieur. Il faut savoir que la colline enchantée de William Hearst a également servi de modèle au palais de Xanadu, dans le célèbre film d'Orson Welles Citizen Kane, palais qui appartient donc au personnage principal Charles Foster Kane, également magnat de la presse. Alors, Julia Morgan fut l'une des architectes les plus prolifiques du XXe siècle, avec plus de 700 plans connus et signés de son nom. Et entre 1904, au moment où elle s'installe en Californie, et 1951, où elle va fermer son agence, elle concevait jusqu'à 15 projets par an. Elle ne fut jamais mariée et a connu donc une carrière extrêmement riche, dynamique, et a travaillé essentiellement pour une clientèle assez aisée et restreinte à la baie de San Francisco. Alors, j'aimerais à présent vous présenter 3 premiers noms de femmes françaises connues et formées à l'architecture durant l'entre-deux-guerres.
On constate rapidement qu'on a très peu de connaissances sur leurs travaux et leur évolution à la suite de leur diplôme, d'où le manque malheureusement de quelques visuels dans le début de cette partie. Alors, à partir de l'entre-deux-guerres, les formations d'architecture s'ouvrent plus largement aux femmes. Néanmoins, leur histoire professionnelle reste très peu connue une fois leur diplôme obtenu. Alors, la première femme diplômée en tant qu'architecte française est Jeanne Besson-sur-Hugues, diplômée en 1923 de l'École nationale supérieure des beaux-arts. On sait qu'elle travaille d'abord à Cuba, puis qu'elle part à Phnom Penh où elle est architecte pour l'administration coloniale. Après son retour en France, nous n'avons plus d'informations sur son œuvre. La suivante est Jeanne-Marie Bessira-Fratacci, diplômée de l'école des Beaux-Arts toujours en 1925, qui elle est issue d'une famille d'architectes et qui se marie rapidement avec Edmond Bessira, également architecte. Elle ne travaille jamais à son nom, mais toujours dans le sillage des hommes de son entourage. Ces deux femmes sont membres de la SADG, Société des architectes diplômés du gouvernement, aujourd'hui Société française des architectes, qui accorde alors une place aux femmes dans ce qui constitue pour l'époque le principal lieu de sociabilité qui va permettre aux architectes de se rencontrer entre diplômés. Également, donc, leurs travaux sont très peu connus comme je l'ai dit, et on sait qu'elles vont travailler principalement en collaboration avec leur mari ou père, eux-mêmes architectes, ou partir à l'étranger comme le cas de Jeanne Besson-sur-Hugues. Un autre cas est celui de Juliette Billard, pour laquelle nous avons plus d'informations. On sait qu'elle est originaire de Rouen, admise dans l'École nationale des beaux-arts de Rouen en 1914 et diplômée en 1920. Elle travaille ensuite en première classe chez d'autres architectes, notamment Pierre Chirol, mais on ne connaît pas de travaux d'architecture signés de son nom. On sait qu'elle a travaillé également pour la ville de Rouen, pour laquelle elle illustre des bâtiments historiques de la ville, et également qu'elle a été professeure à l'École des beaux-arts de Rouen. Alors, c'est la première architecte diplômée française dont on connaisse plusieurs éléments de sa carrière, mais il reste principalement des œuvres d'illustration ou de décor. Comme vous pouvez le voir ici, deux affiches, dont notamment une pour un banquet de syndicat. Et comme je le disais, on sait qu'elle a travaillé pour l'illustration de la ville de Rouen. Donc on remarque qu'elle a rapidement dû mettre de côté la construction et la maîtrise d'œuvre pour pouvoir s'adonner à des activités finalement annexes que sont la décoration ou l'illustration d'architecture. Donc, malgré leur nouvel accès aux formations d'architecture, les femmes diplômées ont encore rarement la possibilité en France, au début du XXe siècle, de pouvoir signer des ouvrages et des constructions de leur nom. Elles demeurent uniquement associées à des commandes et souvent, grâce à leurs relations familiales, ne peuvent pas encore exercer de manière tout à fait indépendante. Alors, l'une des raisons de cette exclusion est le fait que les commanditaires montrent en fait souvent des réticences à confier la conception ou la réalisation de leurs travaux à une femme, d'où la nécessité pour ces dernières de devoir s'associer aux hommes. En 1928, Thérèse Urbain, également architecte, rédige un article dans la revue Le Maître d'œuvre et elle y constate la difficulté pour une femme de se constituer à ce moment-là une clientèle privée, puisque les potentiels clients n'ont que très peu confiance dans les capacités d'une femme à diriger une maîtrise d'œuvre. Alors enfin, je vais parler maintenant de la période des années 1930 en France, qui va voir apparaître une deuxième génération d'architectes femmes, dont on a maintenant une meilleure connaissance des travaux, et qui vont également avoir une plus grande reconnaissance en tant qu'architectes, mais toujours dans le cadre de collaborations mixtes. Alors, cette période est aussi marquée par l'émergence de l'art déco, peu après la célèbre exposition internationale des arts décoratifs à Paris en 1925, et dont vous avez ici une des affiches, et également par la création de l'Union des artistes modernes, l'UAM, fondée en 1929, avec notamment à sa tête plusieurs artistes décorateurs et architectes, qui vont se retrouver tous autour des théories modernes de l'architecture et qui prônent notamment l'utilisation de matériaux modernes et de techniques nouvelles, avec entre autres Le Corbusier à sa tête. Et l'une des fondatrices est également une femme, Charlotte Perriand. Alors à cette époque, le design va devenir un terrain favorable à la modernité d'une part, mais également à l'arrivée des femmes. Il faut savoir que le nombre d'étudiantes en architecture reste toujours assez faible durant la période de l'entre-deux-guerres puis des années 30. On sait par exemple en 1919
que Juliette Maté, dont je parlerai par la suite, intègre la formation de l'École nationale des beaux-arts, mais qu'elle sera la seule femme admise dans cette section architecture cette année-là. A l'inverse, en 1933, on sait que l'atelier peinture de cette même école accueille déjà 95 étudiantes. En 1940, également, une loi institue l'Ordre des architectes, qui 3 ans plus tard va publier son premier tableau qui répertorie les architectes inscrits. Et on sait que sur plus de 2000 professionnels, on compte alors en tout 17 femmes, dont justement Juliette Maté dont j'ai parlé et dont je reparlerai plus tard. Alors cet ordre va être le moyen de créer un réseau de contacts entre professionnels et pour les femmes nouvellement diplômées, sera aussi un moyen de créer des collaborations et d'avoir accès à la commande. Donc, comme je l'ai dit, les femmes continuent de s'associer aux hommes pour exercer la maîtrise d'œuvre, mais il faut savoir que cette association entre plusieurs architectes est également due au contexte économique et social, qui reste très difficile durant l'entre-deux-guerres puis les années 30, avec une nécessité de reconstruction après le premier conflit mondial, mais également la crise économique internationale qui va sévir à partir de 1929 et qui va limiter l'accès des architectes aux commandes et restreindre surtout celles-ci. Ils se voient, aussi bien hommes et femmes, dans l'obligation de signer des projets à plusieurs et donc de s'associer, d'où l'augmentation de ces couples d'architectes à cette époque. Alors, je vais parler dans un premier temps d'Adrienne Gorska, née en 1899 et décédée en 1939. Elle est originaire de Pologne et émigre à Paris en 1919. Et il faut savoir que c'est la sœur de la peintre art déco Tamara de Lempicka, dont vous avez ici le portrait, et ensuite son célèbre tableau La jeune fille en vert qui est conservé au Centre Pompidou. Alors Adrienne Gorska est diplômée de l'école spéciale d'architecture en 1924 et elle rejoint rapidement en 1932 l'Union des artistes modernes, dont j'ai déjà parlé, et où elle collabora notamment avec Mallet Stevens, l'architecte avec qui elle va avoir plusieurs projets, notamment celui pour le décor et la conception de l'appartement de sa sœur, donc Tamara de Lempicka, appartement situé rue Méchin à Paris. Dans la lignée des découvertes de l'époque, dans le domaine du design, Adrienne Gorska va utiliser notamment l'acier tubulaire, des formes confortables, assez simples. Vous avez ici un exemple de fauteuil que l'on retrouve également dans l'appartement de la rue Méchin de Tamara de Lempicka. Donc des formes simples, dont je parlais, épurées, et proches de ce que conçoit d'ailleurs à cette période Charlotte Perriand, en collaboration, elle, avec Le Corbusier. Alors, à la suite de son mariage avec l'architecte Pierre de Montaut en 1939, Adrienne Gorska va s'associer à celui-ci dans la réalisation de nombreux projets architecturaux, et ils vont fonder ensemble leur agence parisienne. Donc, comme de nombreuses femmes architectes en cette première période du XXe siècle, Adrienne Gorska reçoit de nombreuses commandes et va connaître une carrière riche grâce notamment à sa collaboration avec un homme, son mari. Elle constate également que dans le milieu de la commande architecturale, les femmes ne sont pas prises au sérieux, toujours dans les années 30. Et dans le maître d'œuvre, revue dont j'ai déjà cité le nom un peu plus tôt, dans l'enquête publiée par l'architecte Thérèse Urbain toujours, Adrienne Gorska déclare « Il faut absolument que nous gagnions la confiance du public, même dans les milieux favorables à la femme », ici probablement le domaine du design, domaine qui à l'époque est l'un des rares domaines dans lesquels les femmes vont avoir plus de chances de réussir seules. Donc, par la suite, le couple Gorska de Montaut sera particulièrement connu pour leur travail de construction de salles de cinéma, principalement pour la société Cinéac, qui est une société spécialisée en cinéma d'actualité et qui projette de courts films d'1 heure. Alors, Gorska et de Montaut vont concevoir tous les cinéacs de France, mais également d'Europe. Et l'un des plus connus est celui de la Madeleine, qui eut pour un temps le nom de Cine-Intrant, et qui est construit en 1935. Alors, ces réalisations vont devenir un véritable modèle pour la devanture de cinéma de la période des années 30, et elles se caractérisent toutes par un important éclairage au tube de néon qui permet de voir le bâtiment de loin, de jour comme de nuit. Le décor y est souvent minimaliste. Vous avez ici des visuels de l'intérieur du Cine-Intrant de la Madeleine. Et
et ces intérieurs s'inscrivent dans la lignée des théories de l'architecture moderne et de l'Union des artistes modernes, dont font partie justement les deux architectes, aussi bien Adrienne Gorska dont j'ai parlé plus haut, et Pierre de Montaut, donc son époux avec lequel elle s'associe. Alors, le couple Gorska et de Montaut va également travailler à Toulon dans la reconstruction du palais Paris-France, un important immeuble à destinée commerciale et qui était également destiné à abriter des bureaux, qui a été détruit pendant la guerre et donc reconstruit à partir de 1950, notamment par l'agence Gorska et de Montaut. Alors, l'édifice forme un angle sur 2 rues et reprend le principe du mur rideau, caractéristique du style moderne en architecture, avec ici une abondance d'ouvertures en façade. Et l'ensemble accentue ainsi un effet d'horizontalité démultiplié. On remarque aussi un effet imposant qui rappelle le modèle du paquebot. Et en ce qui concerne les vues de la cour, on constate que la circulation verticale a été traitée sous forme de tours d'angle, qu'on voit donc sur le visuel, et qui rappelle les œuvres notamment de Mallet Stevens des années 30. Alors, une autre figure dont je voudrais vous parler est celle de René Boxany, qui entre à l'école des Beaux-Arts en 1923 et qui est diplômée dans les années 30. Elle travaille principalement par la suite avec son époux Henri Baudecher, également architecte. Et on connaît l'une de leurs réalisations de la fin des années 30 dans le 8e arrondissement à l'angle de l'avenue Montaigne. C'est un ensemble d'immeubles privatifs sur cour et sur rue et une construction encore très marquée par l'influence du style art déco au travers de motifs géométriques et élégants. Ils construisent le couple donc Boxany-Baudecher jusque dans les années 1960 à Paris. Et on connaît entre-temps une construction de cette période qui mêle encore la brique, donc matériaux plus traditionnels, et l'immeuble à gradins dans le 5e arrondissement, donc à l'angle des rues Henri Barbus et de la rue du Val-de-Grâce. Alors, ce couple d'architectes a également opéré rue de Courcelles dans la construction d'un immeuble de bureaux détruit aujourd'hui. On sait qu'il était constitué principalement d'une armature métallique remplie d'ouvertures de verre et qui commence à exprimer ainsi une certaine modernité propre à cette période des années 50, époque qui voit l'intensification de la construction à Paris à la suite du second conflit mondial et notamment dans les périphéries de la ville, avec la nécessité de créer des logements nouveaux et nombreux et sains et salubres. Apparaissent aussi à cette époque de nombreuses lois sur les loyers et sur la construction qui vont favoriser la construction à grande échelle et notamment les logements sociaux et justement la création également de l'OPHLM, le service des logements sociaux de la ville. En parallèle, on a une autre figure aussi qui apparaît qui est celle du promoteur immobilier, acteur privé, avec lequel le logement va devenir un véritable bien de consommation. Donc tout cela crée une période particulière en architecture, une période de transition, donc celle des années 50, qui hésite encore entre 2 voies, à la fois l'apparition de l'immeuble à très grande échelle, avec des formes originales et souvent associées au HLM et avec ce besoin de relogement, et également qui va reprendre les principes de la préfabrication en masse. Et de l'autre côté, l'immeuble privé qui cherche lui encore à s'insérer dans le paysage urbain traditionnel en restreignant notamment les hauteurs. Alors je vous montre ici 2 photos d'immeubles, l'un de Jean Ginsberg, une résidence à la Muette, donc à Paris, entre 1950 et 1953, et un second immeuble d'André Aubert, situé quai Louis Blériot, également à Paris, entre 1952 et 1955 pour sa construction. On reconnaît ici de grandes échelles, des immeubles avec de très nombreux étages, également des ouvertures nombreuses qui laissent imaginer le nombre d'appartements et l'usage, encore une fois, donc, de la préfabrication et notamment du béton armé avec la possibilité d'une répétition de modules quasi à l'infini. Donc ainsi, on peut voir que le couple Boxany-Baudecher s'inscrit entre les années 30 où il commence à travailler et les années 50-60, s'inscrivent donc dans cette période assez complexe
de l'après-guerre, de l'après-Seconde Guerre mondiale, entre une nécessité de reconstruction et d'innovation basée sur les recherches et les théories de l'architecture moderne. Alors, la dernière architecte dont je voudrais vous parler est Juliette Mathey, diplômée en 1933 de l'École des Beaux-Arts de la section architecture. Elle rencontre lors de sa formation Gaston Tréant, également architecte, et qu'elle va épouser, et donc ensuite adopter le nom de Tréant Mathey. Comme vous avez pu le remarquer, la plupart des architectes dont j'ai parlé ont souvent gardé leur nom de jeune fille et l'ont associé au nom de leur époux architecte par la suite de leur carrière. Alors, ensemble, le couple Tréant-Mathey va se spécialiser dans la conception de logements sociaux, principalement en région parisienne, et vont utiliser des matériaux traditionnels comme la brique, tout en se rapprochant également du style international en architecture à la mode dans les années 1930, et donc à la suite de la lignée des théories de Le Corbusier. Ils vont construire par exemple un ensemble de 210 logements sociaux à Saint-Denis nommé la Cité du Gai-Logis, qui est élaboré sur 3 courts jardins et qui représente une imposante construction, et dont vous avez ici la représentation d'une des planches. Mais une autre construction assez remarquable dont je voudrais vous parler est l'immeuble de rapport de la rue des Entrepreneurs dans le 15e arrondissement, dont vous avez également une représentation ici de la façade, et qui a été réalisée à la fin des années 30. Alors cette construction s'inscrit dans une parcelle assez restreinte, mais les architectes ont tout de même réussi à apporter un certain dynamisme à la façade grâce à l'accumulation notamment des beaux windows semi-circulaires aux extrémités du bâtiment et qui viennent ainsi diviser la composition en 3. On retrouve également la géométrisation, les formes élégantes et simples propres à la période Art déco, et puis bien sûr l'emploi du bow window dont j'ai déjà parlé, qui est aussi caractéristique de cette période en architecture. Alors, toujours dans ce principe de construction de logements sociaux, le couple Tréant-Mathey a également été connu pour avoir publié un ouvrage spécialisé dans la théorisation du logement social en 1930, qui s'appelle « Nouvelles habitations à bon marché ». Et ils y prônent une innovation de l'habitat social en préconisant des habitats agréables à vivre et un recours aux matériaux traditionnels tels que la brique dont j'ai déjà parlé et qu'ils ont utilisé dans diverses constructions. Alors pour conclure, la tentative de retracer ici l'histoire des premières femmes architectes en France nous a permis de constater, comme je l'ai dit, l'absence assez remarquable dans la première moitié du XXe siècle de femmes admises au sein des formations d'architecture et donc par la suite de femmes qui vont pouvoir exercer la maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre qu'elles ne vont pouvoir approcher dans un premier temps seulement grâce à des collaborations mixtes, souvent donc en s'associant à leur relation masculine dans ce domaine et tout particulièrement leur mari qui était également architecte. Mais on constate aussi que les sources témoignent d'une bien meilleure connaissance des architectes femmes d'origine étrangère qui effectuent tout de même leur formation en France, que ce soit aux Beaux-Arts ou à l'école spéciale d'architecture, mais qui vont rejoindre par la suite leur pays d'origine où elles pourront connaître une bien plus grande notoriété, à l'instar de Julia Morgan, dont j'ai parlé en première partie. Donc l'entrée des femmes dans le domaine de l'architecture et de la maîtrise d'œuvre reste extrêmement liée en France à un contexte social particulier et notamment au fait que encore peu de crédit leur est accordé au sein de professions considérées comme majoritairement masculines. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura permis de découvrir des figures nouvelles de l'architecture, encore peu connues, et qui, je pense, méritent d'être citées en tant que premières femmes à avoir tenté d'imposer leur nom dans un domaine encore assez difficile d'accès. Et je vous propose de comparer dans une prochaine publication l'entrée des femmes dans le domaine de l'architecture et du design ailleurs en Europe, dans des pays qui présentent souvent une avance par rapport à la France dans cette première moitié du XXe siècle. Et enfin, je vous souhaite à tous de belles découvertes architecturales ou culturelles malgré la période que nous traversons. Et j'espère bientôt vous revoir pour de prochaines visites guidées. Merci de votre attention.